politique étrangère du Cameroun. La position du Cameroun dans le monde diplomatique. Ne cherchez plus. Royal FM vous offre Regard sur la diplomatie. Regard sur la diplomatie est un instant de grande actualité de politique internationale. En 2 heures de temps, suivez les acteurs, experts et diplomates dans divers sujets de relations internationales. Regard sur la diplomatie vous propose aussi une chronique et la revue de presse internationale. Regard sur la diplomatie, c'est tous les jeudis entre 18h30 et 20h30 minutes. Une présentation de Yves Modeste Ngué. Dites à vos pays que le Cameroun souhaite nouer avec tous, sans réticence ni exclusive, des liens solides d'amitié et de confiance. Notre place nous attend. Il nous tarde de la rejoindre afin de prouver à tous ceux qui nous ont témoigné leur amitié que nos actes seront à la mesure de leur confiance. Nous saurons, dans l'enthousiasme, bâtir une nation dont nos enfants seront fiers et qui, dans le monde, marquera sa place sous le triple signe de notre devise nationale. Il reste, à mon avis, que la communauté internationale devra répondre à la question suivante. Le monde peut-il continuer à évoluer dans un contexte de guerre commerciale, de méfiance entre les États, d'incompréhension entre gouvernants et gouvernés? Si, comme on peut le supposer, la réponse est négative, il me paraît que seule une conférence internationale au plus haut niveau pourrait jeter les bases de l'acte 2 de la mondialisation. Vous avez convoqué la tenue d'un grand dialogue national, inclusif aux problèmes posés qui sont une menace à l'unité du pays et au vivre ensemble des Camerounais. Le corps diplomatique met beaucoup d'espoir dans les recommandations issues de ce dialogue et salue le début de leur mise en œuvre effective. Notre pays est une capitale de la diplomatie dans la sous-région de l'Afrique centrale. Le Cameroun bénéficie donc d'une bonne image de la confiance de ses partenaires, aussi bien bilatéraux que multilatéraux. Nous n'avons pas de coopération militaire avec le Cameroun, contrairement par exemple à ce que nous avons avec la RDC ou même avec le Gabon et la RCA. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, nous sommes dans une crise qui est plus jeune. Donc nous avons proposé notre assistance en termes d'expérience, de vie et de coexistence des communautés. On n'avait pas pensé avoir affaire à une menace de type terroriste ou asymétrique pour pouvoir maintenant réadapter nos forces. On pourra dire que ces nouvelles menaces ont frappé le dispositif de veille camerounais. Docteur Franck Gogo. J'ai un problème quand même qui est fondamental, c'est le chevauchement, n'est-ce pas, des trajectoires. Parce que l'Union africaine a reconnu que l'intégration doit se faire au niveau des sous-régions. Donc finalement, moi j'ai peur que les États soient essoufflés parce qu'il y a un engagement qui est demandé au niveau des serres qui ont été reconnus, mais également des efforts qui sont demandés pour faire marcher l'Union africaine. Vous êtes bien sur Royal FM, l'émission c'est Regard sur la diplomatie et notre panel est déjà au complet. Nous allons commencer par accueillir le professeur Amougi Apollinaire Tite. Bonsoir professeur. Oui, bonsoir Yves Modeste. Vous vous portez bien? Oui, ça va et surtout j'ai grand plaisir à accueillir sur ce plateau le professeur de Lisane, M. Mendouga, Fabrice bien sûr, et puis M. Mara qui est tout au fond. C'est toujours un plaisir de partager ces moments. Comme c'est aussi un plaisir pour nous de vous recevoir encore ici, vous êtes diplomate et ministre plénipotentiaire, professeur associé à l'Institut des relations internationales du Cameroun. À côté de vous, donc, c'est le professeur Cécile Dolisane et Bossé. Bonsoir, professeur. Bonsoir.
Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, c'est vrai que les auditeurs vont dire encore Cécile, puisqu'elle était déjà là. Bienvenue, professeur. Oui, enfin, j'ai plusieurs casquettes, c'est ça voilà, aussi. C'est ça. Vous êtes chef de département de littérature et du monde noir, oui. Très bien, à l'université de Yaoundé. Bienvenue. Alors, avec nous également ce soir, Alfred Christian Mendouga Lomo. Lui également, il est diplomate et c'est le chef de service de la coopération technique avec le Commonwealth au ministère des Relations extérieures. Bonsoir Alfred Christian et bienvenue sur Royal FM. Bonsoir à vous et bonsoir à tous. Merci de me recevoir sur ce plateau. Et je vois que je suis très bien entouré, donc j'imagine que ce sera très intéressant. Très bien, nous sommes également honorés de votre présence. Alors Fabrice Nemi, chercheur, étudiant, doctorant en histoire de relations internationales, également en relations internationales. Bonsoir Fabrice et bienvenue. Bonsoir Imodeste, c'est toujours un honneur pour nous d'être parmi vous au courant de ces tranches d'antenne et également le plaisir pour nous de partager ces tranches d'antenne avec tous les invités que nous avons autour de nous. Très bien, il y a eu une actualité de dernière minute, on en parle dans un moment. On avait constaté que le gouvernement et le président du Cameroun ont fait un grand effort, des grands pas positifs dans leur solution. En attendant que le technicien trouve l'élément sonore qu'il faut, on va revenir tout à l'heure. Fabrice Nemi, vous avez eu cette information. Le président Alassane Dramane Ouattara qui annonce ne pas briguer un prochain mandat. Oui, c'est déjà une très bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire particulièrement et pour l'Afrique en général, dans la mesure où on a eu la plupart des chefs d'État africains qui, ayant gouverné pendant plusieurs années, ont parfois eu à transcender les ordres constitutionnels en modifiant les différents mandats. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons constater aujourd'hui que pour apaiser la tension sociopolitique, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a manifesté aujourd'hui de manière très officielle sa décision de ne pas se présenter aux prochaines élections présidentielles. Même si à travers cette décision, il faut également observer le fait que cette décision était en quelque partie liée à l'intention de ces différents concurrents, notamment le président Laurent Gbagbo et l'ancien président Henri Konan Bédié, si ceux-ci venaient de se représenter. Donc à travers cette décision, on peut tout simplement dire que ces deux potentiels concurrents pourraient ne pas également se présenter au cours de l'élection présidentielle ivoirienne. Donc il faudrait tout simplement que l'ancienne classe politique ivoirienne puisse laisser la place à la nouvelle classe politique ivoirienne afin que le climat socio-politique puisse dorénavant être parmi tous l'ensemble de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique en général. Très bien, l'élément sonore est calé, on va écouter le président Alassane Ouattara. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Cette décision est conforme à ce que j'ai toujours dit, à savoir qu'il faut laisser la place à une jeune génération. Une jeune génération en qui nous devons faire confiance. Des jeunes Ivoiriens honnêtes, compétents et expérimentés qui ont appris à nos côtés comme nous l'avons fait aux côtés du père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Apollinaire Amougui, une surprise ou alors il fallait s'y attendre? C'est pas une surprise, il faut être cohérent. Rappelez-vous qu'il y a un peu plus de 8 mois, même 9 mois, une rumeur bien suscitée avait déjà circulé qui laissait croire que le président Ouattara ne se représenterait pas. Mais maintenant, tout ce qu'on a vécu depuis cette annonce jusqu'à maintenant relève tout simplement du jeu politique où il s'agit de tâter le terrain, susciter des alliances, en détruire d'autres, affaiblir les adversaires, dont tout est parfaitement cohérent. D'ailleurs, la déclaration qu'il fait, l'annonce qu'il fait s'agissant de la recomposition et la constitution d'une élite jeune
s'inscrit en droite ligne de la même déclaration qu'il avait faite à ce moment-là. L'élément qu'il avait mis en avant, c'était justement par rapport à la jeunesse. Donc il est cohérent par rapport à lui-même. Matière de surprise, non, je crois que c'est l'emballement de la presse qui a laissé croire qu'il y avait d'autres hypothèses de sortie dans le jeu politique ivoirien, mais au fond, il n'en est rien. Et s'il rattrape aujourd'hui ce qu'il a dit il y a 8 ou 9 mois, je le trouve cohérent et je crois que cette décision est à saluer à sa juste valeur. Alors, professeur Cécile Dolissane, qu'est-ce que cette annonce-là va apporter de neuf dans la vie politique ivoirienne ou même impacter à la présidentielle qui s'annonce? Oh, rien de spécial, hein. Vous savez, la France-Afrique est toujours dans les manettes et je crois qu'on ne peut pas mettre de côté certains lobbies qui positionnent par rapport à d'autres. Vous savez, dans ces lobbies d'une Afrique qui est encore néocolonialisée, parce que n'oubliez pas, je vous ai déjà dit plusieurs fois qu'on ne parle pas de quoi que ce soit dans une néocolonie. Donc le véritable problème qui se poserait ici, c'est est-ce qu'il était encore un bon pion? Avec ces défaites de l'écho, ces humiliations, moi je vais généralement pour en Côte d'Ivoire. Il y a d'un côté ceux qui le soutiennent, n'est-ce pas, avec tout ce qu'il y a derrière, on ne parle pas de tout dans l'antenne, surtout qu'on est en diplomatie, et de l'autre côté, il y a véritablement la base de Laurent Gbagbo et tout, on dirait un pays divisé en deux. Même à l'intérieur, hein, un pays divisé en deux. Donc je me dis que les échecs cuisants, les humiliations avec cette affaire d'écho, dont on voit dans les réseaux sociaux, Macron au milieu, avec ses 2 prostituées. Donc, franchement, il a tellement essuyé des humiliations qu'il n'a fait que maintenant renforcer l'idée qu'il avait déjà avancée, qu'il faut renouveler la classe politique. Mais ce n'est pas, il faut qu'on se le mette, nous on est en Afrique, et nous lisons bien les lignes de notre politique, ce n'est pas de la philanthropie. Ce n'est pas subitement parce qu'il a reconnu qu'il y a une jeunesse qui monte, qui est expérimentée. Non. Il y a des dessous qu'on verra au fur et à mesure et on verra véritablement parce que le fait de ne pas se présenter, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le jeu politique. Donc, on refait des alliances, on positionne les pions, on donne des infos. Pour rester au contrôle. Pour rester au contrôle. Au père. Quand je dis le père, c'est-à-dire notre France, notre maître, de tout jamais, pour leur expliquer, voilà le pion qu'il nous faut. Voici le pion qui... Voilà. Donc, je crois que, quelque part, il faut faire très attention. Il faut même s'en méfier. Il faut même s'en méfier. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit « je ne me représente plus », quelqu'un qui est vraiment imbu de pouvoir, qui aime tellement le pouvoir. Il peut changer de langage entre-temps? Non, il ne peut pas changer. Je veux dire qu'il va, il va fabriquer... n'est-ce pas, sa vision totémique, son Janus Bifas, qui pourra manipuler à tout moment. Donc, ne soyons pas pessimistes. Remercions d'abord ce geste, qui peut être un geste salutaire hein, pour d'autres qui peut parler, un geste parlant. Mais il ne faut pas qu'on le lise au premier niveau, encore moins au deuxième niveau. Il faut entrer en profondeur et, comme on dit, wait and see. Voilà. Just wait and see. Nous y reviendrons certainement dans ce sujet. Némi, il y a 2 jours de cela, l'actualité aux États-Unis d'Amérique était brûlante jusqu'à hier. Avec les primaires, la course à l'investiture chez les démocrates en vue des élections présidentielles ou de l'élection présidentielle de novembre prochain. On a vu le Super Tuesday mouvementé et aujourd'hui, on parle quand même d'un duo entre Bernie Sanders et Joe Biden qu'à un moment on n'a pas vu venir. Alors, la situation elle est là. Votre commentaire? Nous sommes très admiratifs du modèle démocratique américain dans la mesure où, sans toutefois faire éloge à cette démocratie, nous comprenons aujourd'hui que c'est l'une des démocraties les plus avancées, les plus matures.
quand on sait le processus conduisant à l'élection présidentielle, notamment avec les élections primaires jusqu'aux grandes élections. Et avec dans les primaires démocrates qu'on observe aux États-Unis, nous remarquons tout simplement que au départ, il y avait une dizaine de candidats déclarés à cette élection présidentielle. Mais au jour d'aujourd'hui, à cet instant où nous parlons, il n'en reste que 2, puisque la dernière candidate en date, en la personne d'Elisabeth Warren, venait tout simplement de lever son drapeau blanc en renonçant à sa candidature. Bien évidemment, il faut observer que dans ce renoncement, c'est des négociations qui sont en cours, on pourrait observer qu'Elisabeth Warren pourrait se rallier à Joe Biden. Alors, quel mot nous pouvons dire dans cette primaire? Tout simplement que on observe une certaine maturité des hommes politiques ivoiriens américains, autant pour nous, qui viennent en politique non pas pour leur propre compte, mais pour le compte des Américains. On se souvient de la déclaration de Mike Bloomberg qui disait « Je me suis présenté aux élections présidentielles pour mettre, comment on l'appelle, Donald Trump pour le déchoir du pouvoir. » Mais il a même mis les moyens en jeu. Oui, il a même mis les moyens en jeu. Mais observer son manque de capacité à rallier le plus grand d'électeurs, là tout simplement jeter l'éponge pour se rallier à Joe Biden. Mais nous pouvons tout simplement dire que au vu de ces 2 concurrents qui devraient s'affronter au cours des prochains mois, le jeu n'est pas encore fini quand on sait que l'autre candidat qui est proche du courant socialiste pourra encore gagner un maximum d'électeurs de la part des Américains, mais Joe Biden n'a pas encore dit son dernier mot. On a observé tout simplement il y a 2 jours qu'il a remonté la pente dans la mesure où il a fait un peu un démarrage en côte dans les premiers mois de sa campagne présidentielle. Mais avec le Super Tuesday de mardi dernier, Joe Biden aujourd'hui est devant son concurrent direct et on peut tout simplement lui souhaiter bon courage afin que les élections aux États-Unis se passent dans le plus grand calme et dans la plus grande solennité que ce soit. Bonsoir. Bonsoir Yves Modeste Ngué, bonsoir à tous les invités de ce soir que je retrouve avec le même plaisir et le même honneur. Primaire démocrate, on s'achemine vers un duel Bernie Sanders contre Joe Biden après les événements de ces derniers jours. Et vous dites, Michel Mbarga, qu'il ne s'agit pas seulement d'un duel de personnes ou de personnalités, mais surtout d'affrontements entre 2 idéologies opposées. L'establishment du Parti démocrate peut désormais pousser un petit ouf. Le spectre d'une victoire de Bernie Sanders à la primaire démocrate n'a pas complètement disparu, mais s'est nettement éloigné au lendemain du succès de Joe Biden lors du Super Tuesday. Conséquence, l'ancien vice-président de Barack Obama a subitement le vent en poupe. Joe Biden était pourtant en grande difficulté il y a quelques jours encore. Le retrait et le soutien d'anciens adversaires a permis d'unir les forces dispersées de l'aile modérée du Parti démocrate qui demeure convaincu que Joe Biden est le seul démocrate à pouvoir battre Donald Trump, le président sortant, lors de l'élection annoncée. Il y avait donc nécessité à freiner les élans de Bernie Sanders et ses propositions jugées radicales. Avec les contre-performances de Michael Bloomberg qui s'est retiré d'Elizabeth Warren, le duel est donc désormais installé entre les 2 hommes qui représentent 2 courants idéologiques bien opposés. D'un côté, il y a Joe Biden qui incarne un social-libéralisme qui domine le parti démocrate américain depuis au moins Bill Clinton.
Cette vision s'accompagne de compromis avec le capitalisme libéral, de faibles régulations et de gradualisme dans l'exercice du pouvoir et des réformes. De l'autre côté, on a un Bernie Sanders qui a su rassembler toutes les traditions et tendances de gauche états-unienne et qui promeut à contrario un modèle de transformation radicale. La fracture idéologique au sein du Parti démocrate est donc nette. Les résultats des primaires jusqu'ici le montrent très clairement. Joe Biden peut ainsi compter sur l'électorat afro-américain, les personnes âgées et les classes moyennes, quand Bernie Sanders peut se targuer lui du soutien des électeurs hispaniques et des jeunes. L'un représente donc l'électorat historique du Parti démocrate et l'autre les nouvelles générations d'électeurs de gauche. Ce clivage idéologique au sein du Parti démocrate américain a rarement été aussi limpide. Peut-être donc qu'il va faciliter l'issue des primaires en attendant la grande élection en novembre 2020. Alors, Michel Mbarga, avant de partir, les Américains, eux, choisissent quel courant de pensée? C'est sûrement ce qu'on saura au terme, à mi-parcours, de la primaire qui est en train de se déployer et finalement au terme de l'élection présidentielle prévue pour le mois de novembre prochain. Mais vous savez que la difficulté avec l'élection et la démocratie américaine, c'est que ce n'est pas une élection directe. Il s'agit justement du peuple, du grand peuple qui délègue son pouvoir de choisir son président à de grands électeurs. Et dans ce processus-là, il n'est pas interdit, malgré les 3 siècles qu'on reconnaît à la grande démocratie américaine, que le résultat final soit corrompu ou alors qu'il ne soit pas complètement le reflet de ce que le peuple aura souhaité. Vous remarquerez donc qu'il n'y a pas que sous nos latitudes, sous nos tropiques, que la volonté du peuple à la base d'un parti comme le RDPC peut être tronquée à l'issue d'une élection de maire de ville qu'on espérait justement être le reflet total et complet finalement de cette volonté populaire à la base. Ça questionne peut-être sur le plan philosophique même l'entendement qu'on a de la démocratie en tant que pouvoir du peuple, représentation de la volonté du peuple par le peuple et pour le peuple. Parce que dans le processus, dans le maillage, dans le voyage, dans l'itinéraire, il y a toujours des anicroches qui tendent pas nécessairement à braquer, à tout dénier, mais au moins à diluer l'envergure de la volonté de ce peuple-là. Michel Mbarga pour la chronique. Merci. Dolissane Bossé, qui pour battre Donald Trump en novembre prochain? Oh, je ne suis pas oiseau de mauvaise augure. Je ne suis pas non plus Madame Soleil. Mais tout ce que je peux dire, c'est que cette société étant essentiellement capitaliste et Barack Obama ayant encore un capital de sympathie dans ce pays, et connaissant moi le monde noir, que de ce côté-là on ne réfléchit pas beaucoup pour donner ses voix, je crois que il a déjà 12% d'Afro-Américains avec lui. C'est-à-dire que ceux qui vont voter, quand ils vont savoir que c'est lui qui était derrière, parce que les vieilles mamans de picherie là, elles ne cherchent pas à savoir vos logiques démocratiques. Quand elles vont comprendre que celui-là, c'est lui qui était le vice-président quand Barack Obama était président, et automatiquement, ça Joe Biden passe. Joe Biden. Bon, maintenant, il a très bien expliqué, il y a le problème des grands électeurs. Et vous savez les problèmes que Trump a eu dans ses bifurcations avec la Russie, dont jusqu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas la clarté du vote de l'élection de Trump. Personne ne vous le dirait. Peut-être après les fameux 20 ou 30 ans où on dit que les dossiers seront déclassés et puis on pourra peut-être à partir des archives nous donner des réponses exactement comment Trump a été voté. Donc il y a ce problème des grands électeurs qui font en sorte que c'est là où tout le trucage peut s'effectuer. Mais aussi, et je dis, il n'y a pas de démocratie parfaite. Ça c'est l'angle, le ventre mou de la démocratie américaine, cette affaire des grands électeurs, parce qu'on ne sait pas exactement comment ça se passe et personne ne saura, parce que c'est secret
et les enveloppes sont scellées. Donc ça veut dire que tout le monde, ce n'est pas une urne où on vient jeter les trucs des grands électeurs, où on vient ouvrir. Non, c'est un vote secret. Donc du coup, tout peut basculer. Mais je peux t'assurer que si on regarde selon le processus communautariste, Sanders, il a tous les hispaniques avec lui. Et certainement certains blancs américains moyens. Mais ça ne se passe pas automatiquement comme ça. Parce que le courant de Joe Biden, c'est le courant qui peut épouser la mentalité à peu près américaine. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, notamment dans le Sud, que je maîtrise mieux, on ne veut pas entendre parler du social justice ou alors du social change. C'est-à-dire, dès que vous prononcez ce mot social change, vous êtes communiste. Donc là, vous voyez que Sanders, ça va pas. C'est pas le discours du citoyen américain lambda. On ne veut pas le mot social change. Par contre, lorsque vous faites vous êtes à mi-chemin entre le social, mais un social libéral, c'est-à-dire que l'entreprise a quand même, c'est-à-dire le selfishness, la capacité de pouvoir vendre, parce que c'est une société de la vente, du commerce, du marketing. Donc, si vous apportez cette image du marché, cette société du marché, de la finance, si vous avez aussi ce côté-là, mais si vous avez tout simplement le côté du partage, le côté de tout en commun et on se redistribue, ce n'est pas ça. C'est une société paradoxale où on parle toujours de we must share. Mais en réalité, they just save. Hein? On save plus qu'on ne share. Mais on a le discours du share. Donc, c'est une société où, véritablement, la société, le libéralisme a vraiment un impact considérable. Alors, Excellence Amogi, Donald Trump, lui, il préférerait affronter Bernie Sanders que d'affronter Joe Biden. Merci Yves Modeste. Avant d'y arriver, je voudrais m'intéresser aux valeurs qui vont cristalliser, qui vont un tout petit peu motiver l'électorat américain. D'une manière générale, j'ai fait un commentaire, c'est que le prochain président ou le prochain candidat, le meilleur candidat, sera celui qui aura le plus rassuré les Américains, c'est-à-dire qui devra être pragmatique. Or, aujourd'hui, on a l'impression que dans les deux bords, qu'il s'agisse des républicains ou autres, les gens ont besoin d'être rassurés, surtout les républicains, parce que le président en exercice, il a fait tellement de choses que l'électorat américain est un tout petit peu inquiet. Maintenant, s'agissant des valeurs et des modèles de vote qu'on peut dégager dans le contexte américain, j'en dégage 5. Il y a le vote hystérique, c'est-à-dire des gens qui disent je vote à tout prix, et quand ils votent, ils veulent se convaincre non seulement qu'ils votent, mais qu'ils plient tout le monde à son choix idéologique. À côté de ça, il y a le vote affectif. Le vote affectif, oui, je connais M. Yves Modeste Ngué, même s'il me dit d'entrer dans la poubelle, je vais entrer. Bon, il saura bien m'en sortir le moment venu. Ce n'est pas le vote utile. Le troisième modèle, c'est le vote rationnel. Le vote rationnel, c'est-à-dire j'ai une certaine culture politique, j'ai une formation politique, je pose mon urne dans le bulletin dans l'urne en toute connaissance de cause parce que j'ai écouté un programme politique, il convient à ce que j'attends, il va répondre à mes besoins et à mes souhaits. Maintenant, le quatrième modèle, c'est le modèle pragmatique. En fait, parmi l'offre politique qui m'est faite, quelle est celle qui convient le mieux à mes attentes en tant qu'individu, en tant que citoyen, et ensuite maintenant d'une manière macro-politique, qui est à même de pouvoir stabiliser la société, l'État, les institutions. Voilà le dernier niveau. Je me garderai ici de citer peut-être le cinquième modèle. Le cinquième modèle, en fait,
C'est un modèle qui est hybride. Et maintenant, si on essaie de regarder, vous allez vous rendre compte que autour de ces différents modèles correspondent à des cultures politiques bien précises. Ce qui me permet de me relancer sur le problème ivoirien. Je crois qu'il ne faut peut-être pas juger avec trop de sévérité ce qui est arrivé, parce que nous les Africains, l'erreur que nous faisons souvent, c'est qu'on a tendance à mettre en procès notre histoire, mais avec des schèmes de pensée des autres. La question qu'on doit se poser maintenant, il a pris cette décision comme il a prise, nous voyons la décision, mais comme culture politique, comme valeur, qu'est-ce qu'on peut capitaliser à travers ce qu'il a fait? Et si nous revenons sur nos propres cultures, c'est-à-dire notre patrimoine anthropologique, on va se dire, oui, voilà un aîné social qui a dit quelque chose, il a respecté sa parole. Et il se met dans la perspective d'une transition générationnelle. Parce qu'il le dit dans son discours, c'est peut-être l'un des motifs qui le pousse à passer la main. Et à partir de ce moment-là, on se dit forcément, quelque chose est en train de se mettre en place. Et si nous regardons ça à l'échelle sous-régionale de l'Afrique de l'Ouest, regardez ce qui s'est passé au Ghana, regardez ce qui s'est passé au Bénin, regardez aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire, regardez aussi avant-hier ce qui s'est passé au Libéria. Je crois qu'il y a des rudiments, des réhabilitations, je ne dirais pas d'invention ou de construction. Elle existe notre culture, mais des réhabilitations de certaines valeurs anthropologiques qui, si elles sont intégrées dans le jeu politique, pourraient nous faire avancer de loin. Notre drame, c'est qu'en fait, on s'est jugé et on a jugé les autres avec leurs yeux, mais pas avec nos valeurs. Et pour revenir sur la question, Excellence, Joe Biden est évité par Donald Trump. Joe Biden est évité par Donald Trump parce qu'il sait que Joe Biden a une carrure d'homme d'État. D'homme politique d'abord et ensuite d'homme d'État pour ayant œuvré auprès d'un très grand chef d'État. Et en plus maintenant, ayant fait tandem avec Barack Obama, à un moment donné, une fois que les primaires sont passées, c'est l'ancien président américain qui va se jeter dans la bataille, un peu comme Bill Clinton l'a fait à sa faveur à son temps. Je crois que c'est ce que Donald Trump craint le plus parce que Obama le connaît bien, Joe Biden a l'expérience des affaires de l'État et il est fort à parier que les deux, s'ils se mettent ensemble, vont le mettre en difficulté. Très bien, la primaire se poursuit, l'élection encore, elle a lieu le 3 novembre prochain. Certainement le duel, il est lancé et nous saurons très bientôt l'adversaire du président Donald Trump. Attaquer notre thématique principale de cette soirée, professeur, on a un autre sujet à élaguer très rapidement, c'est ce qui se passe du côté de la Guinée-Bissau. C'est quoi le problème en Guinée-Bissau, Excellence? Bien, vous me posez la question, j'en suis à la fois honoré et effrayé. Qu'est-ce qui se passe en Guinée-Bissau? Vous savez, je vais repartir un peu pour prendre racine dans les années 90. Remarquez que quand les grandes conférences nationales souveraines sont arrivées en Afrique, on a pensé qu'elles allaient générer une nouvelle culture politique. Dans tous les pays d'ailleurs où il y a eu des changements procédant directement de ces conférences nationales souveraines, très peu de régimes ont survécu à un mandat. Prenez le cas du Bénin avec l'ancien président, le président Soglo est arrivé, mais il n'a fait qu'un mandat. Après, l'ancien qui était déjà là est arrivé. Prenez le Congo-Brazzaville avec le président Sassou Nguesso, un peu partout. Ça veut donc dire, et je reviens sur la thèse que j'ai défendue tout à l'heure, nous n'avons pas encore suffisamment capitalisé nos propres valeurs comme des valeurs, des références dans l'animation du jeu politique. C'est ça notre problème. Regardez que toutes ces conférences ont abouti à quoi? Ont abouti à ce qu'on a appelé le néoconstitutionnalisme. De nouvelles constitutions ont vu le jour, qui disaient ceci, disaient ceci. Mais au bout de 5 ans, un seul mandat, donc la durée moyenne d'un mandat en Afrique, on s'est rendu compte que toutes ces valeurs ont été remises en cause. Et aujourd'hui, ceux qui ont le plus de difficultés, les pays qui ont le plus de difficultés, sont ceux qui n'arrivent pas à se démarquer nettement de ce modèle néocolonial, pour reprendre un peu
le propos du professeur de Lisane, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre que l'Afrique est un continent qui a ses valeurs. Les hommes politiques africains doivent se définir par rapport à ces valeurs pour accepter de se jeter dans la bataille politique. Mais ceux qui pensent encore à une certaine extraversion, une certaine extranéité, demeurent à tout jamais fragiles. C'est ça qui explique la fébrilité de ce que nous voyons aujourd'hui en Guinée-Bissau. Je ne veux pas entrer dans les détails. Le Premier ministre, le président, l'un s'est tout élu au palais, l'autre le fait dans un hôtel. C'est un peu... c'est ubiesque, hein? Oui, sauf que ce sont les faits et que cela, vous avez là un président déclaré élu par une commission électorale et ce président, aujourd'hui la Cour suprême, on attend toujours que la Cour suprême valide les résultats. Non, ça n'a pas eu lieu. Vous savez, Yves Modeste, en Afrique, nous avons des présidents autoproclamés, des présidents proclamés, des présidents déclamés, on a toutes sortes de mélanges, hein? C'est un peu une mosaïque inutile. Et quelle est l'image que nous donnons de nous-mêmes comme continent, de notre personnalité aux autres? Je crois que c'est pas une image assez appréciable. C'est pour ça que moi j'ai été un peu amusé quand on nous a lancé à la face, oui voilà, l'Afrique n'est pas mieux pour la démocratie, ou bien l'Afrique n'est pas encore suffisamment entrée dans l'histoire. Comment voulez-vous qu'on comprenne, qu'on entérine, qu'on soit entré dans l'histoire si nous avons des comportements de ce genre? Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Fabrice Némi, la Guinée-Bissau aujourd'hui s'est bloquée partout. On a un président de l'Assemblée nationale intérimaire comme président. On a un président qui a été, après une élection, déclaré élu et qui a prêté serment, lui-même a organisé sa prestation de serment dans un hôtel. Et aujourd'hui, la situation, elle est comme ça. Et on a, comme dernière nouvelle, l'armée qui est en train de prendre toutes les institutions stratégiques de la République. Ça veut dire quoi? Non, le mot que nous puissions dire à cette crise politique guinéenne est que c'est un pays qui, depuis la cession de son indépendance en 1980, n'a jamais connu un processus démocratique assez mature, dans la mesure où c'est un pays qui a en moyenne de nombreux coups d'État, c'est-à-dire 2 à 3 coups d'État en moyenne par... donc habitué à une instabilité, quoi. Une instabilité politique, c'est-à-dire on n'a presque jamais connu un président qui est sorti vainqueur des urnes et que le peuple guinéen a accepté. C'est un peuple où la main a tellement une main mise dans le processus de vie politique, où on observe tout simplement une récurrence des coups d'État. Même si par le passé c'était des coups d'État militaires, mais ce qui se vit aujourd'hui, on peut appeler ça un coup d'État politique, dans la mesure où on a un pays gouverné avec des présidents, un président qui prête serment dans un hôtel, comme si les ordres constitutionnels le prévoyaient. Donc c'est un pays qui n'a pas encore une certaine culture démocratique et politique mature. Cela augurerait et cela corroborerait les propos du président Obama qui, en 2009, si nous avons bien souvenir, disait l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, mais des institutions fortes. Mais on observe tout simplement que dans le cas guinéen, ces institutions politiques ne sont pas encore fortes. Comment comprendre que à l'issue d'une élection présidentielle de grande envergure, la première élection dans un pays qui se revendique démocratique, qu'on soit arrivé à la contestation des élections avec une commission électorale nationale qui proclame Ombao Sissoko président, et même si celui-ci s'en va prêter serment dans un hôtel, et que le président de l'Assemblée nationale Cipriano vient également prêter serment, mais c'est tout un désordre anarchique. Et après la prestation de ces derniers, il a encore eu à démissionner, craignant le fait qu'il soit menacé de mort. C'est tout simplement un marécage kafkaïen que nous observons dans la Guinée-Bissau. Et ce n'est pas un bon reflet que ce petit pays d'Afrique de l'Ouest
peuplé de seulement 1,5 million d'habitants peut refléter en Afrique et dans le monde en général. C'est une honte pour nous Africains d'avoir ce genre de scénario dans notre continent. Alors, professeur Dolissane, à quel scénario devrons-nous nous attendre? Non, on est dans un folklore. Je ne vais pas faire une analyse politique. Il n'y a pas d'analyse politique à faire ici. Nous avons tendance, nous les Africains, à livrer aux yeux du monde le continent en pâture. C'est quoi ce comportement folklorique du Moyen-Âgeux où deux individus deviennent subitement des présidents, un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur dans un hôtel. C'est un scénario de chaos où la guerre se prépare pour un énième, versement de sang. Hein? Et je pense que le continent a suffisamment versé du sang comme ça, et que les Bissau-Guinéens ont d'autres chats à fouetter, c'est-à-dire qu'un programme qui peut les amener à se développer, à se concentrer dans leur devenir, que d'avoir des phénomènes de théâtralisation sanglante, pour une chaise pour deux. Hein? Donc, ce qui fait problème, pas seulement pour la Guinée-Bissau, pour nous, c'est cette capacité, parce qu'il faut aller dire des choses telles qu'elles sont, cette capacité de passer la main, que, puisque nous aimons des analyses anthropologiques, qui vient de l'instinct grégaire du chef traditionnel, où on est dans les sphères de lignage, où on est dans une dynastie, où le pouvoir va de père en fils, ainsi de suite, où on ne réfléchit pas, on ne discute pas contre le chef, on a du mal à faire la différence entre une parole plurielle de la tolérance, alors que l'Afrique profonde avait vraiment la palabre. On a du mal à se sortir de cet instinct du fait que le chef a parlé. Donc, j'y suis, j'y reste. Donc, il faut que nous autres Africains, parce que là, ça se passe au niveau du psychique, ça se passe au niveau du mental. Les gens qui n'arrivent pas à préparer le changement, qui n'arrivent pas à se dire que la contradiction est véritablement le moteur de la pensée. Et qu'effectivement, lorsqu'on est là, il faut qu'on soit là pour un temps et qu'on songe à penser la main. Donc, il y a cet instinct grégaire de la chefferie traditionnelle qui est justement la trace anthropologique de ce qu'on appelle l'impensé africain. Donc, c'est un problème, un sérieux problème là. Dès quand on est choqué, parce que ce n'est pas uniquement, Yves Modeste, il faut souvent faire des petites enquêtes dans les associations, hein, et même dans les présidents des chorales et tout ça. C'est terrible. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous avez 2 mandats pour cette chorale. Vous avez 3 mandats. Dès que votre tour arrive, vous passez la main, vous ne voulez plus partir, et vous dites qu'il faut qu'on divise cette chorale en 2. Et vous partez avec un bloc, et puis l'autre bloc reste. Donc après moi le déluge, ou alors après moi on coupe l'échelle. Et pareil, c'est-à-dire c'est dans tous les domaines. Quelqu'un qui a obtenu une bourse, il a un poste important. Il oublie son passé. Hein. Dès que lui, il occupe quelque chose, il coupe et il commence à dire que non, il y a trop d'étudiants. Une mauvaise image pour l'Afrique. Il y a trop d'enfants qui ont trop de bourses là. Il faut qu'on arrête de donner les bourses aux enfants parce que vraiment... mais ces bourses sont intéressantes, professeur. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que cette mentalité africaine qui consiste à dire « j'y suis, j'y reste ». Après moi, c'est le déluge. Il faut arrêter ça. Non, il faut changer. Il faut arriver à changer parce que c'est ça qui crée ces problèmes-là et qui entraîne donc ce versement permanent du sang. Hein? Puisque là, c'est la guerre qui se prépare. Et justement, vous parlez de guerre, je ne voudrais pas qu'on soit pessimiste, mais Excellence, avec ces militaires qui commencent à... C'est vrai, les militaires ne se sont pas encore de manière officielle prononcés pour tel ou tel autre candidat. Mais déjà, cette façon de prendre certaines institutions, est-ce qu'on n'avance pas là vers... chaos. J'évite de dire un autre coup d'État, mais peut-être une position où les militaires prendraient le pays en charge. Non, il n'y aura pas de coup d'État, il n'y aura même pas d'effusion de sang, et je m'explique. La position des militaires est juste un moyen de pression instrumentalisé. Et je vous fais remarquer que l'Afrique de l'Ouest a des mécanismes
de médiation qui sont extrêmement forts. Déjà la Et quand ils prennent, oui, le relais du MAEP, qui est donc une institution prévue par l'Union africaine, difficilement ça peut arriver jusque-là. Regardez avec El Maestra, ils ont réussi à dénouer la situation de crise au Libéria quand il a fallu convaincre le président au long chapelet de partir. Mais ils l'ont fait avec beaucoup de subtilité. Il est parti, il n'y a pas eu de bain de sang. Aujourd'hui, personne n'a intérêt à ce qu'il y ait bain de sang. Supposons qu'il y ait bain de sang et que les militaires s'installent au pouvoir. Mais ils auraient toutes les difficultés par la suite à expliquer leurs faits, puisque c'est un acte qui est condamné par la Constitution de l'Union africaine, condamné par la communauté internationale. Il est plus avantageux pour eux d'avoir un pouvoir civil qu'ils contrôlent que de se mettre eux-mêmes en avant. Donc, soyez-en assurés, en ce moment où nous parlons, les mécanismes de médiation sont en cours pour essayer de convaincre l'un des deux, peut-être celui qui est dehors parce qu'il est à l'hôtel, qu'il devrait quitter l'hôtel pour rentrer chez lui et de laisser la place du pouvoir à celui qui est au palais. Malgré qu'il soit élu, déclaré élu. Bon, c'est la chose la plus simple en Afrique, c'est déclarer élu et autres. Ça c'est la routine. Hein. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que je voudrais tempérer un peu le propos du professeur Tolizane. Ce que nous appelons maintenant la mentalité africaine, ce n'est pas une mentalité africaine. Parce que si nous regardons dans le fond, c'est ce que vous avez décrit qui est la mentalité africaine, la parole plurielle. Mais ce qui est venu, la greffe est venue du contact et de l'appropriation des valeurs occidentales que nous avons voulu utiliser à certaines fins. Prendre pour nous. Oui, mais sinon, la parole plurielle africaine permettait de bien ménager ces mécanismes. C'est ce que j'ai dit, mais il y a des déviances récupératives. Et ça devient donc une propriété africaine, puisque on est là dans l'hybridité. Donc dans cette hybridité, on se l'approprie. Nous sommes tous des êtres hybrides ici, parce qu'on n'est plus ni dans l'Afrique authentique, ni dans l'Occident. On n'est pas des Occidentaux. Mais nous ne sommes plus non dans cette Afrique qui savait donner cette parole plurielle. Aujourd'hui, nous sommes lancés dans une voie dont seuls nous-mêmes connaissons l'issue. C'est-à-dire que ni l'Occident... Professeur, il ne faut pas prendre ça au tragique. Non, mais je veux dire que ni l'Occident, ni l'Afrique. C'est nous-mêmes qui savons exactement, nous allons dans un bateau ivre. C'est peut-être les effets secondaires. Donc, je manipule tellement ces choses-là que je constate, que ce soit dans les Caraïbes, que ce soit chez les Afro-Américains, que ce soit en Afrique, il y a cet embryon de l'impensé qui fait en sorte que nous sortons de quelque chose, de lack of vision. Donc on ne peut pas nier. Tout simplement parce que je pense que je prêche dans ma chapelle. Je ne peux pas dire quoi que ce soit de mal contre l'Afrique. C'est contre. Mais je constate quand même que ce scénario-là est trop récurrent chez nous. Mais dans le monde entier actuellement. Dans le monde entier actuellement, mais ce scénario-là, ne faisons pas dans la langue de bois, parce que c'est quand nous devons être durs envers nous-mêmes et laisser les autres dire ce qu'ils veulent dire de nous. Mais nous-mêmes, nous devons reconnaître nos erreurs et c'est à partir de ces erreurs que nous devons voir comment améliorer nos failles. Et ce n'est pas les autres qui doivent venir nous dire ça. Je le dis parce que je suis africaine, je suis camerounaise et je suis fière que mon continent, mon pays fasse des choses qui honorent. C'est comme ça. Mais ce n'est pas parce que on veut faire... Parce que les autres, c'est quoi? C'est des mendiants arrogants, pour reprendre Aimé Césaire. Eux, ils viennent ici pour le pétrole ou le manganèse. C'est normal qu'ils disent tout et n'importe quoi. Mais nous, ici, quand on vient ici, il ne faut pas faire dans la langue de bois. Nous faisons parfois du folklore qui ne nous honore pas. Et là, on l'a vu avec Babo et l'autre aussi, pareil. En tout cas, les tractations sont en cours et nous pensons que nous n'arriverons pas au pire en Guinée-Bissau, comme le professeur l'a dit tout à l'heure. On va souffler. C'est toujours regard sur la diplomatie, mesdames, messieurs. 88.4, vous nous écoutez. Vous pouvez également nous regarder sur Facebook, c'est à l'adresse Royal FM Manomo espace Cameroun. Royal FM Manomo espace Cameroun. Vous avez des SMS, vous pouvez participer à l'émission au 6 55 54 34 57 6 55 54 34 57 ou 6 71
15 73 21, 671 15 73 21. Vous pouvez tout simplement envoyer vos SMS. Alors, Excellence Amogui, on parle de la coopération Cameroun-Commonwealth. Commencez par nous expliquer ce qu'on entend par Commonwealth. C'est quoi le Commonwealth? Bien, le Commonwealth regroupe toutes les anciennes colonies britanniques. Et le cheminement a été le suivant. Quand, le 20 mars 1957, la communauté économique européenne est sur le point de s'établir. Et là, la France va dire non, je n'y vais pas, je ne vais pas avec vous si je n'ai pas mes anciennes colonies africaines. Et là, tout de suite, il y aura un appendice organique qu'on appelle les EAMA, États africains et malgaches associés, 57 donc. Et cette association va vivre jusqu'en 63. Et en 63, nous avons l'accord de Yaoundé 1. Il est signé à Yaoundé, effectivement, renouvelé 6 ans plus tard. Et quand, avec le développement de la coopération internationale, il est question d'associer la Grande-Bretagne à la communauté économique européenne, elle va poser la même condition que la France dira non. Si je n'ai pas mes anciennes colonies d'Afrique, des Caraïbes et autres, je n'entre pas. Ça aboutit déjà institutionnellement à ce qu'on a appelé les ACP, CE-ACP. Donc maintenant, à côté de ça, puisque le cheminement vers les ACP donne une certaine crainte à un pays qui nous est très cher, qui est partenaire, et par l'entremise du président Giscard d'Estaing, il va donc inventer la France-Afrique pour avoir un espace bilatéral de concertation et de contrôle sur l'Afrique. Maintenant, la Grande-Bretagne va faire la même chose et va donc créer et renforcer le Commonwealth, mais la différence va s'établir pendant que la France va essayer de structurer son regroupement bilatéral, enfin, disons d'un côté un État bilatéral, de l'autre multilatéral, autour de certaines valeurs culturelles, sous l'instigation d'ailleurs de 3 grands Africains, le président Senghor, Bourguiba et Amani Diori. Pendant qu'ils vont faire ça, la Grande-Bretagne, elle va développer plutôt des valeurs démocratiques. Ça fait qu'aujourd'hui, si nous regardons les buts et principes de Commonwealth, le Commonwealth en a 18 qui vont jusqu'à la société civile, tandis que la francophonie, elle ménage la souveraineté des États et se limite simplement à l'interétatisme, c'est-à-dire le côté politique. Maintenant, le Cameroun, compte tenu de son parcours historique et culturel, va rester longtemps sans véritablement adhérer au Commonwealth. C'est le 15 octobre 1995 que au sommet, je crois, d'Auckland, que le Cameroun est intégré comme membre à part entière du Commonwealth, et le 1er novembre. Et c'est depuis lors donc que nous sommes à la fois et membres du Commonwealth et membres de la francophonie. Mais maintenant, s'agissant du Commonwealth, en général, ils ont été extrêmement rigoureux sur les conditionnalités politiques pour ce qui est de la vie politique et démocratique dans les pays membres. Et en même temps aussi, la coopération technique, elle est dense, ce qui explique d'ailleurs que M. Mendouga Alfred, ici avec nous, il est chef de service de la coopération technique. On pourrait comme ça démultiplier les institutions et les organes à travers lesquels le Cameroun entretient une coopération très dense avec le Commonwealth. Je crois plutôt à la satisfaction des deux parties, ce qui explique d'ailleurs, et je vais m'arrêter là, que le Cameroun, il y a moins de 3 mois, ait reçu une délégation conjointe composée de la secrétaire générale du Commonwealth, le président de la Commission de l'Union africaine et puis secrétaire général de la francophonie. Alors, Alfred Christian Mendouga, il est là. Comment est-ce que le Cameroun adhère quand même, ou alors décide après toutes ces années d'observation de devenir membre du Commonwealth? Je dirais qu'il y a... en fait, la réponse est à 2 niveaux. Bien évidemment, lorsque vous regardez l'architecture, je dirais, culturelle du Cameroun, pour des raisons évidentes, nous avons émis notre souhait d'adhérer à cette organisation intergouvernementale. La deuxième raison, c'est que quand nous sommes en diplomatie, notamment dans le cadre des relations internationales, nous savons que le Cameroun ne vit pas en autarcie. Et la politique nationale d'un pays a 2 dimensions, à savoir la politique intérieure et la politique étrangère, qui toutes les 2 contribuent en fait à la dynamique
du fonctionnement à la dynamique d'un pays, hein, que ce soit en termes de croissance, dans les domaines sociaux, etc. Donc le Cameroun, fort de ses réalités, de ses potentialités, mais également des besoins, hein, en termes de développement économique notamment, voit une opportunité au niveau du Commonwealth. Il ne faut pas oublier que le Commonwealth, à ce jour, est un marché de 2,5 milliards d'habitants, soit pratiquement un tiers de la planète. Et vous comprenez qu'avec des pays tels que le Canada, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Kenya, la Malaisie, certains pays qui sont aujourd'hui considérés comme des pays émergents, hein, bien sûr, outre la Grande-Bretagne, vous avez beaucoup d'opportunités. Donc il était normal que dans sa vision, dans sa projection à l'international, le Cameroun décide d'adhérer à une organisation intergouvernementale comme le Commonwealth. Alors donc, si on vous comprend bien, la motivation de cette volonté de voir le Cameroun développer. Exactement. Exactement. Alors, Fabrice Némi. Il faut faire une certaine lecture historique pour comprendre l'adhésion du Cameroun à cette organisation intergouvernementale d'obédience britannique, dans la mesure où on observe que aux premières années de l'indépendance, le Cameroun manifeste ce qu'ils ont appelé une indépendance euphorique au regard de sa prospérité économique qui prévaut dans le pays, notamment avec le fait que le pays n'appartient pas ni à l'organisation, ni au FMI, ni à la Banque mondiale, encore moins à la francophonie ou au Commonwealth, malgré son héritage politique et hérité de ces deux puissances d'Europe. Mais au milieu des années 80, on observe qu'il y a le début d'une crise économique que vit le Cameroun. Le Cameroun est donc obligé de faire un revirement de situations compte tenu du fait que par le passé, le président Ahidjo, que nous citons ici, dit « J'ai pris solennellement l'engagement de ne pas attirer mon pays ni dans une communauté francophone, ni dans une communauté anglophone. » Nous sommes là en 1960 et cela a été entériné lorsque celui-ci prend part avec la tripartite de 61 avec John Goufoncha, où il était question de préparer le futur État fédéral. Les deux hommes politiques prennent donc l'engagement de n'y appartenir à la francophonie et au Commonwealth, tout simplement pour préserver l'unité nationale qui prévalait dans le pays. Donc il y a certaines considérations de politique nationale. Mais avec donc le fait que le pays vit une certaine récession, on a observé un certain ajournement dans la politique étrangère camerounaise, notamment avec l'arrivée au pouvoir du président Biya, où on observe tout simplement la mise en exergue de ce qu'ils ont appelé la politique une coopération sans exclusive, c'est-à-dire coopérer avec tous les partenaires pour que le Cameroun puisse sortir de la crise économique qu'il vit depuis le début des années 97. C'est dans la raison pour laquelle en 1989, notamment le 29 septembre 1989, le Cameroun manifeste solennellement son intention d'adhérer au Commonwealth. Et cela a donc eu des conséquences sur le fait qu'il a été invité au sommet de Kuala Lumpur en 1990, nous avons souvenance. Et en 1991, au sommet de Lusaka en Zambie, où le Cameroun manifeste non plus son intention d'être pays observateur de cette organisation intergouvernementale, mais d'être un membre à part entière. Il y a donc eu un ensemble de réactions entre la diplomatie camerounaise et les autorités du Commonwealth, notamment avec la visite de Chief Emeka, le secrétaire général du Commonwealth en 1991 au Cameroun lorsqu'il est reçu par le président. Je crois que c'est un vaste marché et que c'est un partenaire. Les pays n'ont que les intérêts. Donc c'est pas de la philanthropie. Je reviens toujours dessus. Mais
je pense que quelque part le Cameroun, du moins du côté des jeux, mais aussi du côté, je vais dire que de la recherche, qui est mon domaine, je crois que on tire vraiment notre épingle du jeu. Parce que il faut savoir que pour le ventre mou ici, c'est la recherche, c'est-à-dire qu'il y a la culture et la recherche. Il y a très peu de moyens que nos États mettent, les États africains d'une manière générale, mettent dans ces domaines-là. Et lorsque les étudiants ont cette opportunité d'aller étudier dans des universités occidentales qui ont une logistique appropriée pour l'avancement de la science et la contribution par rapport à la recherche, je crois que c'est nous qui gagnons si nous savions évidemment capitaliser toutes ces recherches-là. J'ai vu que les Indiens et les Indiens et les Chinois ont beaucoup capitalisé cela du côté des États-Unis, où on les envoie faire des recherches en masse et où ils copiaient sans réfléchir et renvoyaient des valises, des documents chez eux. Et ça les a aidés véritablement à avancer dans la recherche. Je crois que si nous savions exactement ce que nous voulons, parce que c'est vous qui devez négocier vos espaces. Les autres ne vont pas vous céder des espaces. Si nous continuons à négocier ces espaces, notamment au niveau de la recherche, et que nos étudiants qui vont là-bas, c'est pas pour rester ou observer, quoi que ce soit, reviennent avec cette connaissance pour pouvoir la mettre à la disposition et continuer à travailler en termes de coopération et de collaboration. Je pense que nous sortons gagnants dans cette, je vais dire que dans cette relation, dans cette coopération et dans cet espace Commonwealth, comme le terme le dit. Très bien. Alfred Christian Mendoga, alors quels sont les aspects sur lesquels reposent même déjà les liens entre les deux parties, les domaines sur lesquels cette coopération peut être visible? D'accord. Merci encore une fois de me passer la parole. Je voudrais dire qu'en fait, il y a différents secteurs d'activité et les domaines sont visibles, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, mais également sur le plan social. Je vais vous donner quelques illustrations. Alors, dans le cadre de cette coopération entre le Cameroun et le Commonwealth, le gouvernement camerounais, justement avec l'accompagnement du Commonwealth, a pu mettre sur pied des institutions comme la CONAC, comme ELECAM par exemple. Nous avons également, le Commonwealth a contribué également aux réformes en termes d'instruments et de processus judiciaires au Cameroun. Avec à l'aboutissement en 2004 la création de la Commission des droits de l'homme. Exactement. Sur le plan économique, je dirais que depuis le 1er janvier 2018, le Cameroun est devenu membre de ce qu'on appelle le Conseil pour l'entrepreneuriat et les investissements du Commonwealth. En anglais, Commonwealth Enterprise and Investment Council, avec 6 projets gouvernementaux qui ont été soumis, notamment dans l'agriculture, l'agro-industrie, le développement des infrastructures, pour ne citer que cela. Et nous envisageons d'élargir notre éventail d'opportunités, considérant le fait que le SVEC, pour utiliser l'acronyme, que le SVEC est cette organisation accréditée au Commonwealth qui traite de toutes les questions, je dirais, économiques, commerciales et même dans les milieux d'affaires. Sur le plan culturel, nous avons également bénéficié de formation des formateurs dans ce que nous appelons le YTOT, Youth Training of Trainers, dans le domaine de la lutte, de la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Nous avons bénéficié d'un appui du Commonwealth, notamment en 2018 et 2019. Nous avons tenu un certain nombre d'ateliers avec des clubs, des associations de jeunes ici au Cameroun qui se sont déplacés des différentes régions du pays, que ce soit à Douala ou ici à Yaoundé, pour bénéficier de ces formations. Nous avons des experts du secrétariat général du Commonwealth qui sont venus à ces différentes occasions. Et je pense donc que pour vous donner ces illustrations-là, et pour chuter, vraiment la coopération entre le Cameroun et le Commonwealth est très dense. Madame le professeur a également parlé des bourses. C'est vrai que de ce point de vue-là également, il y a beaucoup à dire, mais les domaines ne s'arrêtent pas là.
Alors, mais vous avez même formé les gendarmes, les policiers, le Commonwealth a contribué à leur formation sur le plan beaucoup plus judiciaire au respect des droits de l'homme, et même les journalistes, il y en a eu, sauf que avec tout cette batterie-là, cet accompagnement-là, comment on peut se lever et dire que les droits de l'homme ne sont pas respectés au Cameroun? Alors, c'est le Cameroun qui est un mauvais élève ou alors? Je ne suis pas sûr que ce soit le message du Commonwealth, et je pense qu'il faut faire très attention. Comme le professeur Amougui l'a dit tout à l'heure, la dernière visite du secrétaire général du Commonwealth s'inscrit dans le cadre d'une mission tripartite, au cours de laquelle elle vient pour réaffirmer, en ce qui la concerne, pour réaffirmer le soutien du Commonwealth au gouvernement camerounais au regard des efforts que le gouvernement a déjà fait jusqu'ici pour régler un certain nombre de problèmes. Donc, si il est arrivé que certaines organisations aient eu à utiliser ce terme, jusqu'ici, je ne pense pas, pour rester diplomatique, mais ce n'est pas la position du Commonwealth. Exactement. Alors professeur Excellence Amougui, dans le domaine par exemple de la sécurité ou même de la gouvernance, on n'est pas si loin de la politique là. On a eu le cas Boko Haram. Dans le Grand Nord, on a la crise dite anglophone aujourd'hui, Nord-Ouest, Sud-Ouest. Est-ce qu'on a aussi ressenti la présence du club des gentlemen? Oui, le Commonwealth, la délégation tripartite qui est venue n'a laissé de côté aucun aspect. Tous ces aspects ont été abordés et je crois qu'ils ont été en profondeur. La preuve d'ailleurs, je voudrais insister sur le niveau protocolaire des relations entre le Commonwealth et l'État du Cameroun. Quand ils sont venus, c'est pas souvent courant, mais le président de la République, chef de la diplomatie, chef de l'État, leur a accordé une très longue audience où tous les sujets, l'agenda, des questions qui étaient inscrites à l'ordre du jour étaient assez élaborés et ils ont pris le temps de les épuiser. Ça veut dire que il faut faire attention sur la position officielle et ce qu'on peut dire tout autour. Parce qu'en ce moment, les médias, quel est le pain béni des médias? C'est Human Rights Watch. Aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs étonnant, puisqu'il y a 2 ans, on n'entendait pas parler de Human Rights Watch concernant les droits de l'homme au Cameroun. On parlait davantage d'Amnesty International et de la Fédération internationale des droits de l'homme. Mais aujourd'hui, on parle de Human Rights Watch. Et on parle du Conseil norvégien des droits de l'homme. S'y est ajouté, je crois, un rapport du Sénat qui a été, on connaît les conditions dans lesquelles il a été commandité. Heureusement, ce rapport même a des faiblesses, puisque pour la première fois, et c'est très important, nous on peut capitaliser ça, ils disent qu'ils reconnaissent qu'il y a des violations des droits de l'homme du côté de ceux qui revendiquent des droits civils et politiques, ce qui est très important. Et cet aspect, cette position, je peux dire diplomatique, s'appuie sur un principe de droit pénal qu'on appelle tout kokoué. Tout kokoué, ça veut dire quoi? Quand vous êtes en conflit, s'il faut juger une partie pour des violences qui sont commises sur le théâtre des opérations, ces réquisitoires-là ne s'adressent pas à une seule personne. Ce qui veut dire aujourd'hui que ceux qui ont l'habitude ou pensent pouvoir... Donc c'est un problème de prendre par exemple un rapport qui indexe une seule partie. Oui, c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons. Que dit Human Rights Watch? Human Rights Watch indexe l'État du Cameroun. Oui. Mais fait comme si l'État du Cameroun s'est levé un beau matin et puis a commencé à perpétrer des... Or, il est dans une mission régalienne, républicaine de protection des personnes et des biens. Ça, il faut qu'on le dise. Et c'est inscrit noir sur blanc dans notre Constitution. C'est inscrit noir sur blanc dans toutes les conventions internationales des droits de l'homme auxquelles le Cameroun est parti. Pourquoi est-ce que ces mêmes organisations ne mettent pas en avant ces principes? C'est faire preuve de mauvaise foi. Et puis, je vous l'ai déjà dit au cours d'une émission ici, que le principe de travail de advocacy de Human Rights Watch et Amnesty, c'est quoi? Mobilisation of shame. Leur problème, quand il y a un problème, ils vous ciblent avec les commanditaires qui financent leurs activités. Oui, c'est de mobiliser la honte contre vous. Peu importe maintenant, quand on va dire Amnesty, c'est une ONG de droit britannique, tout le monde va dire, ah non, s'ils disent ça, c'est que c'est vrai. Voilà comment nous réfléchissons. Et une fois de plus, c'est un problème, je crois, de culture. Si nous pouvons prendre de l'abstention, de la distance, l'effet de distanciation par rapport à ce qui nous est donné ailleurs sur nous-mêmes,
ceux qui font ça n'auront plus aucun contrôle sur nous. C'est justement pour ça ils savent que la culture que nous avons, la culture et la formation que nous avons acquise chez eux, nous maintient en état de tutelle vis-à-vis d'eux et on ne peut pas facilement s'affranchir. Alors pour les rencontres au sommet, il y en a eu combien que vous pouvez aujourd'hui relater? Alors je vous dirais qu'il y en a eu plusieurs, puisque le Cameroun est membre du Commonwealth depuis 1995, vous vous imaginez bien que nous n'avons pas pu assister à tous les différents sommets. Mais nous avons assisté quand même. Ces sommets se tiennent, je commencerai par là, ces sommets se tiennent une fois tous les 2 ans. Donc là, en 2020, en juin 2020 précisément, le prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth se tiendra justement au Rwanda. Il y a 2 ans, ce sommet s'est tenu à Londres. Et juste avant cela, il s'est tenu à Malte. Le Cameroun, comme je vous le dis, a assisté au moins à environ une dizaine de sommets jusqu'ici. Avec, bien évidemment, des thématiques toujours différentes, parce que la philosophie du Commonwealth se veut évolutive. Quand bien même vous avez une certaine continuité, il faut comprendre que le paradigme, ou en tout cas les grands enjeux, s'ils étaient très politiques avant, ils sont de plus en plus tournés vers des questions à caractère économique, technique, commercial. Donc, vraiment, il y a une dynamique très forte et ça évolue beaucoup. Et surtout les secrétaires généraux du Commonwealth sont arrivés au Cameroun? Tous les secrétaires généraux du du Commonwealth, je ne dirais pas ça. Ouais. Nous avons cité un des secrétaires généraux qui est arrivé au Cameroun, à savoir le secrétaire général nigérian, donc qui est à ce jour le seul secrétaire général africain que nous ayons eu. Mais bien sûr, il y a une certaine rotation au sein du Commonwealth. Nous avons également eu 2 visites de Madame Patricia Scotland. Donc, à ce jour, je pense que nous avons bénéficié quand même d'une visite de pas mal de secrétaires généraux. Parce que des 54 pays membres que le Commonwealth connaît aujourd'hui, puisque depuis le 1er février dernier, les Maldives sont redevenus membres de cette organisation. Je ne pense pas que vous ayez beaucoup de pays qui peuvent dire à ce jour qu'ils ont bénéficié de cette visite du secrétaire général du Commonwealth. Même si le secrétaire général effectue des visites, des tournées dans certains pays, voire dans tous les continents. Et le secrétaire actuel, professeur Dolissan, en 2017, a déclaré ici au Cameroun, je cite, le Cameroun est le club des gentlemen. Il disait que le Cameroun est un membre très important et précieux pour le Commonwealth. Alors, comment est-ce qu'on peut juger vraiment cela? On est en diplomatie, on passe la... C'est une stratégie d'implémentation. Oui, mais bien sûr, on est en stratégie ici. Ici, c'est pas de la blague. Oui. Lorsqu'elle dit ça, c'est une manière de renforcer, n'est-ce pas, ses relations, parce qu'elle fait son travail, c'est de renforcer ses relations, mais aussi de faire en sorte que ceux qui doivent prendre derrière, parce que c'est ça qui est aussi important, en échange, soient véritablement consolidés par ceux-là même qui doivent remettre. Parce que là, on est dans une logique d'échange. Mais est-ce que cet échange est donc équilatéral? C'est là où il y a le problème. Et c'est là où chaque pays doit avoir, comme on dit, n'est-ce pas, une cuillère longue et rester en face pour regarder l'adversaire. Et ne pas se dire, voilà, on va tout nous apporter. Non. Parce que ici, on est dans une logique de propre prédateur. Et que dans cette logique-là, vous devez être extrêmement vigilant. C'est-à-dire que regardez exactement comme mon frère est en train de me regarder. C'est comme ça. On ne regarde pas en diplomatie, en rigolant. On regarde exactement comme il est en train de regarder. C'est-à-dire que là, avant de signer quoi que ce soit, vous devez savoir ce que vous-même vous en gagnez et ce que l'autre va prendre dessus. Et tout ça dans le sourire. C'est-à-dire qu'en diplomatie, on sort les gens en diplomatie, on est hypocrite. On sort des gens, on négocie. On n'est pas hypocrite. Voilà. On sort des gens avec une civière en rigolant. Vous comprenez? C'est ça. Moi, j'ai passé ma vie en France. Donc, c'est le pays de la diplomatie. C'est-à-dire, on sort les gens
avec la civière, mais en rigolant. Donc c'est tout à fait normal qu'elle le dise. Elle est dans son rôle. Et même si le Cameroun n'avait pas tous, n'était pas un membre, elle ne va jamais dire que le Cameroun est un membre médiocre, jamais. Puisque ça ne va pas dans les intérêts du Commonwealth, c'est-à-dire du renforcement quand même aussi de la puissance. N'oubliez pas ça. Même si ça ne donne pas l'impression que c'est la puissance plus ses satellites. Mais ça reste ça. Mais seulement, ils sont dans une logique de l'indirect role, tout le temps. Donc, ils vont jamais se présenter comme étant en train de vouloir faire de la prédation dominée. Mais, en même temps, il y a tout un discours protocolaire, diplomatique, qui permet de toujours rassurer. Même si on est en train je vous dis qu'on vous sort de l'hôpital avec une civière, mais en rigolant. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est comme ça. Alors, Fabrice Némi, revenons un peu sur le plan politique. Alors, économique, je vais dire, quels sont les aspects plus visibles dans la coopération Cameroun-Commonwealth? Les aspects les plus visibles dans cette... On sait que le Cameroun est engagé dans un vaste champ économique avec les ambitions de rendre ce pays émergent, et on l'a même dit en ouverture de cette thématique que le Cameroun c'était dans la perspective de développer ce pays que le Cameroun a intégré le club des gentlemen. Oui, bien évidemment, nous l'avons dit dans nos précédents propos. Lorsque nous faisions mention du fait que le Cameroun traversait une crise économique très dur et qu'il fallait élargir son champ de coopération. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Cameroun est entré dans le club de gentlemen, dans la perspective d'avoir des retombées de cette coopération-là. C'est du vrai plan. Monsieur Mundouga a déjà eu à lister ces quelques plans-ci. Mais sur le plan économique que vous précisez, si nous disons tout simplement qu'avec le retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, la coopération entre le Commonwealth et l'ensemble des États qui constituent cette organisation intergouvernementale, parce qu'il faut le rappeler, le Commonwealth est constitué des 32 républiques, 16 royaumes et 5 monarchies. Dans la culture britannique, on sait bien que l'ensemble des États appartenant à cette organisation intergouvernementale font tous allégeance à la reine Elisabeth, qui est un peu dépositaire de ce pouvoir-là. C'est la raison pour laquelle on va tout simplement observer que dans le cas du... Alors, je reviens à vous. Le temps de passer la parole à Alfred Christian, qui certainement a quelque chose à vous relancer. J'aimerais juste préciser que le terme allégeance, je ne suis pas sûr que ce soit exact. Parce que n'oublions pas que lorsqu'on dit organisation intergouvernementale, il s'agit d'une organisation qui est établie sur la base de la volonté d'adhésion des différents gouvernements. Et il ne s'agit pas de faire une adhésion à la reine d'Angleterre, mais il s'agit de partager des valeurs et de collaborer pour que la vision globale que nous avons, en ce moment nous parlons d'une vision d'aller vers un futur Commonwealth avec plus de sécurité, plus d'équité, plus de prospérité et plus de durabilité. Donc vraiment, je pense que nous devons nuancer lorsque nous parlons d'allégeance. Très bien, continuez Fabrice. Il y a quand même un fond, une trace de la puissance de la Grande-Bretagne. Bon, je vais peut-être aller plus loin en vous disant que, si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, le Premier ministre britannique a justement fait une sortie médiatique au cours de laquelle il expliquait qu'avec le Brexit, évidemment, la politique étrangère de la Grande-Bretagne se tourne vers de nouvelles perspectives, notamment dans le cadre de la coopération avec le Commonwealth. N'oublions pas non plus que à l'issue du sommet des chefs d'État et de gouvernement de 2018, une des résolutions consistait à voir les échanges commerciaux intra-Commonwealth se développer. Et pour la Grande-Bretagne, bien évidemment, il s'agit là d'une alternative parmi tant d'autres. Lorsque le Premier ministre s'exprime, il dit justement qu'il cite certains pays avec lesquels il y a déjà des coopérations qui semblent très prometteuses,
Et parmi ces pays-là, le Cameroun en faisait partie. Donc, vraiment, je pense que là encore... On vous a écouté. Alors, Fabrice, avancez rapidement. Nous sommes très ravis que M. Menouga a pu rectifier nos propos sur ce thème technique. Donc, nous étions en train de dire qu'avec la sortie du Royaume uni de l'Union européenne, il y aura un revêtement de la coopération économique entre le Commonwealth en général et la Grande-Bretagne en particulier, avec l'ensemble des États constitués de cette organisation intergouvernementale. Pour ce qui est du Cameroun, tout simplement observer le fait que quelques mois avant la sortie officielle du Royaume-Uni, la Grande-Bretagne a tout simplement modifié son agenda de coopération économique avec le Cameroun. Il fallait tout simplement différencier les liens coopératifs entre le Cameroun et l'Union européenne, dans la mesure où anciennement la Grande-Bretagne faisait partie de l'Union européenne. Maintenant qu'elle ne fait plus partie de cette organisation régionale européenne, il fallait tout simplement différencier ces liens de coopération-là. Donc nous observons tout simplement que la Grande-Bretagne voudrait tout simplement intensifier ces liens de coopération économique avec le Cameroun, notamment en matière de commerce. On observera tout simplement que avec la signature des APE que le Cameroun a eu à signer il y a quelques années, la Grande-Bretagne, à travers notamment le Commonwealth, devra miser sur cette carte-là. Elle devra tout simplement intensifier ses liens de coopération tels que le font les États-Unis à travers l'AGOA. Alors, Alfred Christian, doit-on comprendre que cette sortie va plutôt pousser le Royaume-Uni ou bien le club des gentlemen, le Commonwealth auquel nous sommes en train de parler aujourd'hui, d'intensifier cette coopération économique au niveau du Cameroun ou même dans tous les volets? Une chose est certaine, c'est que pour ce qui est de la position du gouvernement camerounais, c'est que l'éventail des opportunités est très large. Et bien évidemment, nous envisageons d'explorer toutes les possibilités en fonction, bien évidemment, des priorités gouvernementales qui sont les nôtres. Et c'est ce que nous envisageons de faire tout au long de cette année. Mais dans le cadre de la coopération avec cette organisation que j'ai citée tout à l'heure, à savoir la Commonwealth Enterprise and Investment Council, vraiment les opportunités sont très larges. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons également des nouvelles thématiques qui ont suscité beaucoup d'intérêt au sein des gouvernements. Vous avez par exemple le développement du capital humain. Vous avez ce qu'on appelle Smart Agriculture, donc l'agriculture intelligente face à l'environnement, aux questions de réchauffement climatique. Vous avez également les questions d'innovation, que ce soit l'innovation dans le domaine agricole, l'innovation dans le domaine des TIC, ainsi de suite. Donc, sur le plan économique, vraiment, il y a beaucoup d'opportunités. Et comme on l'a dit tout à l'heure, bien évidemment, le Commonwealth a fixé certains objectifs pour un Commonwealth beaucoup plus prospère, puisque nous partageons des valeurs. Alors, Excellence Amogui, y a-t-il un aspect là qui nous échappe et dans lequel la coopération entre le Commonwealth et le Cameroun soit plus visible encore? Je crois que le tour a été fait avec beaucoup de brio par à la fois par Fabrice et par M. Mendoua. Tout ce que je peux dire ici pour une bonne compréhension méthodologique de la coopération, de la densité de la coopération entre le Commonwealth et le Cameroun, on peut la situer à 3 niveaux. C'est-à-dire qu'il y a le niveau supranational, et quand il s'agit de la reine d'Angleterre, on situe à ce niveau-là. Quand il s'agit maintenant du niveau interétatique, c'est-à-dire que c'est plusieurs États maintenant qui coopèrent au sein du Commonwealth, c'est un autre niveau. Mais le niveau technique dont a parlé M. Mendoua, c'est l'intergouvernementalisme. Et les trois se retrouvent. Si nous prenons le premier niveau, le niveau supranational, c'est à ce volet-là, à ce niveau que se situe ce qu'on appelle le reporting system. Vous voyez, le président de la République du Cameroun a choisi certains sommets du Commonwealth auxquels il s'est rendu. Je prends par exemple le cas du sommet de New Zealand. Il s'est rendu en Nouvelle-Zélande. C'était d'ailleurs la première fois, commun du
sommet du Commonwealth. Il s'y est rendu pour discuter des questions fondamentales. Ce n'est pas le fait de s'y rendre qui est important, c'est le principe même du reporting system. C'est-à-dire ce sont des rencontres multilatérales au sommet, au cours desquelles, d'ailleurs, l'Assemblée générale des Nations unies en constitue un bel épiphénomène. Les souverains du monde entier viennent donc, donnent leur vision du monde, donnent la contribution qu'ils peuvent donner et ce qu'ils attendent également, et puis surtout essaient de susciter une densité particulière de coopération bilatérale et multilatérale en ce qui concerne leurs intérêts en partage. Et c'est exactement le même modèle que nous avons dans le cadre du Commonwealth. Et je crois que quand la secrétaire générale du Commonwealth vient rencontrer le président de la République du Cameroun, nous ne nous situons pas au niveau de l'intergouvernementalisme, on est à un palier beaucoup plus élevé. Et c'est comme ça qu'il faut lire un peu, surtout pour les chercheurs et autres. C'est important de faire cette différence dans le multilatéralisme qui a différents paliers. Et chaque palier renvoyant à des dynamiques bien précises. Alfred Mendoga, est-ce que dans le cadre de cette coopération-là, on rencontre quand même quelques difficultés, des obstacles? Il y en a? Je ne parlerai pas en termes d'obstacles ou de difficultés, je parlerai plutôt en termes de défis. Je parlerai en termes de défis, en ce sens que le Commonwealth a un fonctionnement tout particulier. Lorsque vous assistez, vous prenez part à une conférence internationale dans un des pays membres, bien évidemment, à l'issue, les experts conviennent d'une date pour la tenue d'un autre atelier. Et évidemment, si vous n'avez pas pris part à cet atelier, il vous sera difficile d'obtenir toutes les informations, de collecter toutes les informations, de savoir également où se tiendra l'événement en question. Donc, nous avons simplement un défi, je dirais, de renforcement de notre participation aux différents événements internationaux. Déjà, qu'est-ce qui, pour vous relancer, qu'est-ce qui plombe la participation du Cameroun? Je pense que, même plomber, c'est peut-être un terme assez fort. C'est excessif. Je pense que tout est une question de priorité et tout est une question également de programmation. Et il s'agit simplement de pouvoir se concerter avec les administrations nationales compétentes pour que le moment venu, nous puissions élaborer une stratégie et qu'il y ait une véritable unité d'action qui permette une participation efficace du Cameroun. Donc, c'est beaucoup plus, encore une fois, en termes de défis que nous parlons. Et si on revient sur le volet technique dont vous étiez en train d'expliquer, quand on ne participe pas, la suite, la difficulté de revenir, d'avoir accès aux informations, vous en étiez là. Quand on ne participe pas, en fait, il y a deux situations. Vous pouvez aller sur les différents sites pour obtenir les communiqués finaux. Et bien sûr, à partir de là, vous brodez. Mais il y a une partie des informations, peut-être, que vous n'aurez pas. À ce moment-là, il va falloir user, bien sûr, déployer votre dispositif diplomatique pour essayer de collecter ces informations, ce qui prend peut-être un peu plus de temps. Donc c'est en cela que je parle de défi, mais bien évidemment, il y a toujours des priorités. Le Commonwealth a tellement de potentialités au regard des différents pays. Si vous prenez le Canada, dans le domaine de l'éducation, par exemple, vous savez, je ne vais pas revenir sur les qualités de ce pays. Si vous prenez l'Inde, c'est la même chose. Aujourd'hui, vous avez des pays comme la Malaisie qui offrent des bourses, par exemple, aux élèves qui sont en second cycle, donc en classe préparatoire, juste avant l'entrée à l'université. Alors, lorsque vous avez tout cela sur votre tableau, il s'agit d'abord de bien identifier les thématiques qui sont importantes pour le gouvernement et d'élaborer des stratégies, parfois sur 1 an, parfois sur 3 ans, voire sur 5 ans, et c'est en fonction de cela que vous avancez. Alors, Excellence, on revient à vous. Est-ce qu'il y a d'autres critères encore? Il y a un critère de notation là-dedans pour peut-être renforcer ou ressortir davantage l'idée des difficultés, ou alors il a dit tout à l'heure des défis, du défi à relever. Au mot défi, j'ajouterais, j'insisterai davantage, il a déjà dit, sur l'agenda. Il y a un agenda des priorités, on élabore en fonction de tout, et puis qui trop embrasse mal les trains. Il vaut mieux adopter la politique des petits pas
de manière pragmatique, sélectionner, maîtriser, exécuter et suivre. C'est ce que l'État du Cameroun essaie de faire justement avec le Commonwealth. Il y a une multitude de pluralités ou d'opportunités. On ne peut pas avoir la prétention de tout faire en même temps. Alors, professeur Doulissane, les difficultés avec vous sur le plan culturel, par exemple? Je ne sais pas pourquoi vous parlez des difficultés. Il y a une mise en commun des valeurs et il faut prioriser. Et je pense que sur le plan culturel, par rapport... Vous avez parlé des bourses. Si on met par exemple le sport, que c'est dans la culture, je pense quand même que si je prends le cas du sport, par exemple, si un jeune essaye de se surpasser et essaye de se rendre visible, je pense que c'est un bon échantillonnage, c'est un très bon affichage pour la suite de sa carrière. Et que le fait de se frotter aux Canadiens et tous les autres Sud-Africains et autres, je crois que c'est une opportunité pour ce jeune-là, une plateforme qui lui permet justement de relancer sa carrière. Et aussi, au niveau du pays, je pense que quelque part, le pays peut sortir, un pays comme le Cameroun, qui est un pays du sport. Je crois que le fait que les jeunes Camerounais soient positionnés pour les Jeux du Commonwealth, c'est aussi une opportunité, non seulement pour le Cameroun, pour la vitrine pour le Cameroun, mais aussi pour ces jeunes-là. Pour ce qui est de l'université, ce qui est mon domaine, n'est-ce pas, je crois que quelque part, les jeunes qui vont avec des bourses au Canada, qui vont en Grande-Bretagne, je crois que quelque part, si ces jeunes-là sont bien formés et avec la priorité dans leur domaine, parce que le tout n'est pas de se disperser, avec des priorités qui cadrent avec les exigences de nos pays, parce que quand je vois souvent les bourses, on précise, de plus en plus je vois l'économie, le développement durable dans les bourses du Commonwealth. Moi je pense que quelque part, ces jeunes-là, si véritablement ils performent, je sais pas en français, là-bas, bien, ils reviennent. Je pense que c'est le pays qui est gagnant. Et ça peut permettre des synergies, des passerelles entre ces pays. Mais il faut quand même, je tiens à le dire ceci, je ne suis pas moi diplomate, mais mes petites notions que j'ai eues à l'Institut d'études politiques me permettent de savoir que la langue est un instrument de puissance. La langue n'est pas seulement la communication, c'est un élément de puissance. C'est pour cela que les pays, vous allez vous rendre compte que ces organisations-là qui prennent en commun la langue ont des objectifs en deçà. Ce n'est pas seulement parce qu'ils veulent mettre des valeurs en commun, c'est pas forcément ça. Ma petite géostratégie que j'ai apprise loin là-bas à Toulouse me permet de dire officiellement, sans embâche, que lorsqu'on est une puissance, on est une puissance. Et on a un remanent colonial. C'est-à-dire, on impose sa langue et on veut que cette langue marche. C'est pour cela que lorsque vous arrivez peut-être en France, on va vous poser la question où vous avez appris le français. Pourquoi on vous pose cette question? Pourquoi vous écrivez en français? On demandait à Gaston Folefa, tous ces gens-là, pourquoi vous écrivez en français? Vous ne pouvez pas écrire en votre langue. C'est pas des questions anodines. C'est des questions qui ont une charge idéologique et politico-idéologique énorme. Donc, à côté de ces valeurs-là qu'on veut promouvoir d'échange, on sait véritablement que le Cameroun et la Grande-Bretagne ne sont pas sur un même pied d'égalité. Donc, même quand on dit qu'ils sont en Commonwealth, il y a quand même dans ce common-là quelque chose qui veut tirer l'autre pour le maintenir dans son giron. Donc c'est pour cela que lorsqu'on est des pays en voie de développement qui avons un passé historique lourd, c'est-à-dire nous avons été esclavagisés, nous avons été colonisés, humiliés, lorsque nous y allons, nous devons avoir un agenda précis et ce que nous voulons et sortir de nos chemins du brainwash
C'est-à-dire que je suis avec la Grande-Bretagne, donc on est dans le common. On ne pourrait pas être dans un common pour quelqu'un qui est largement au-dessus. Ça ne peut pas être véritablement common. Parce que pour être common, ça veut dire qu'il y a des passerelles. Il y a des passerelles, mais il y a un qui tire l'autre pour asseoir son hégémonie. Donc, ce que je voulais dire, c'est que dans les pays africains, qui sont soit dans la francophonie, soit dans le Commonwealth, doivent être assez vigilants pour bien défendre leurs intérêts et prioriser, je vais dire, savoir exactement ce qu'ils veulent. Parce que ces pays-là ne sont pas là juste pour vous bercer. C'est ce que je voulais dire. Je ne suis pas en train de contredire ce qui a été dit, mais c'est ce que je voulais dire. Voilà. Alfred Christian Menouga, que gagne le Commonwealth en tant qu'organisation dans la coopération avec le Cameroun? Que gagne le Commonwealth? À partir de l'instant où nous sommes dans le cadre d'une organisation intergouvernementale, il est évident que le Commonwealth gagne beaucoup. Lorsque nous avons arrêté une vision pour le Commonwealth, pour les citoyens du Commonwealth, il est certain que si tous les pays peuvent atteindre ces objectifs, disons à l'horizon 2030, puisque nous avons arrimé cette vision justement à l'agenda 2030 des Nations Unies, forcément le Commonwealth y gagne. Le Commonwealth gagne à ce que tous ces pays membres soient dans un état de sécurité. C'est pour ça que vous avez plusieurs actions dont le secrétariat du Commonwealth a affirmé son soutien en faveur de la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent, par exemple. Et à ce titre, je dirais que peut-être pas contredire, mais pour relativiser les propos du professeur, je dirais que c'est assez intéressant de savoir que le Cameroun est pionnier justement dans un domaine bien particulier. La lutte contre l'extrémisme violent. Vous avez entendu parler depuis 2017 de cette volonté de créer un centre de lutte contre l'extrémisme violent ici au Cameroun. Et notre pays est justement pionnier en la matière. Donc, à l'occasion du sommet des chefs d'État et de gouvernement de 2018, le Cameroun a justement eu une place de choix dans le cadre du forum pour la jeunesse, donc du Youth Forum. Il s'agit là d'un forum qui se tient en marge même du sommet des chefs d'État et de gouvernement proprement dit. Donc, quand on parle d'hégémonie, peut-être que sur le plan, je dirais, de l'analyse scientifique, ça a sa valeur, mais sur le plan diplomatique, nous nuançons un peu parce que plusieurs pays, dont le Cameroun, peuvent arriver avec des initiatives qui vont impulser une dynamique au niveau du Commonwealth. Puisque justement, avec cette initiative du Cameroun, le secrétaire général a informé les autres pays membres et a invité ces pays membres à faire la même chose. Vous voyez, maintenant sur le plan de la langue, parce que nous avons également parlé de la langue, un autre point intéressant, c'est que le Commonwealth a une particularité. Nous mettons une des valeurs est la culture, mais en termes de diversité culturelle. Nous ne mettons pas un accent, le Commonwealth ne met pas un accent sur la langue, en ce sens que aujourd'hui, vous pouvez adhérer au Commonwealth sans forcément parler anglais. Bien sûr, l'anglais est une langue de communication, une langue d'échange, mais vous avez la possibilité d'intégrer le Commonwealth sans forcément être soit de culture, entre guillemets, ce que les professeurs et le chercheur ont appelé la culture coloniale, ou bien simplement, pour d'autres raisons, on va dire. Donc la langue en tant que telle ne doit pas être perçue, même si elle est un instrument de puissance, elle sert beaucoup plus à la communication. Mais les valeurs du Commonwealth sont autres. Nous embrassons la diversité en termes de tradition, de religion, de culture, de genre, ainsi de suite. Alors, Fabrice Némi, que gagne le Cameroun de plus? Qu'est-ce que le Cameroun gagne de plus dans cette coopération-là? D'abord, politiquement parlant, c'est un État camerounais qui gagne dans la mesure où il se fait accompagner dans les difficultés que traverse l'État, notamment avec la crise actuelle qu'on observe dans la partie sud-ouest et nord-ouest du pays.
Nous n'aurons pas la prétention de dire ici que cette crise est résolue ou bien une solution extérieure, notamment avec le Commonwealth, mais tout simplement nous affirmons et précisons que le Cameroun se fait accompagner politiquement parlant dans la résolution de cette crise-là. Maintenant, sur le plan diplomatique, c'est un ajout de coopération que le Cameroun gagne avec cette organisation intergouvernementale. Rappelons qu'avec la cession au pouvoir du président Biya, on a eu à modifier, faire un ajournement aussi des principes diplomatiques de la politique étrangère du Cameroun, notamment avec la mise en valeur de la coopération sans exclusif, c'est-à-dire la possibilité de coopérer avec tout le monde, si tant est que l'État camerounais pour avoir des nombreuses plus-values dans ces diverses coopérations. Et notamment avec le Commonwealth où l'État camerounais s'est fait accompagner sur divers domaines que M. Mounouga a déjà eu à énumérer. Donc voilà à peu près ce que gagne le Cameroun dans ces coopérations techniques avec le Commonwealth. Excellence, il y a autre chose à ajouter? Que capitalise le Cameroun? Il y a d'abord le prestige. Nous autres diplomates, d'être pays membre, c'est ça? Oui, d'être pays membre et de participer. La participation en soi en capital. Participer à une réunion, une conférence, c'est un capital. Et puis maintenant, quand le tout ne se limite pas à la présence formelle, ça vous donne la possibilité de négocier. Vous savez que la diplomatie en elle-même repose sur 4 fonctions essentielles. Vous avez la négociation, vous avez l'information, vous avez la représentation et la défense de vos intérêts. Vous ne pouvez pas le faire si vous êtes hors du cadre où se déploient ces différentes fonctions. Donc il y a un bien gain pour le Cameroun à être membre actif, connu et reconnu du Commonwealth. Ça, c'est la bouche du Premier ministre britannique qui cite le Cameroun comme l'un des piliers, l'un des pays membres, enfin je dirais des vétérans du Commonwealth. Ça, c'est important pour la diplomatie. Est-ce qu'on peut conclure ou alors dire aujourd'hui que, comme en 2009, c'est en 2009 qu'on célébrait le 60e anniversaire du Commonwealth, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que la coopération entre le Cameroun et le Commonwealth est fructueuse? Elle est fructueuse. Il y a, M. Mendouga va peut-être nous donner des chiffres là-dessus. Il n'y a aucune raison de dire qu'elle ne le soit pas ou qu'elle ne le fut pas. Non, elle est bien fructueuse. Et je voudrais d'ailleurs étendre, en prenant un argument par défaut, pour bien montrer que la coopération multilatérale du Cameroun est fructueuse. Regardez un peu, je ne dirais pas que l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, fait une cour assidue au Cameroun quand il s'agit de certaines questions essentielles. Par exemple, l'élection d'un secrétaire général. Le Cameroun est l'un des pays qui est consulté. Il en va de même de l'Union africaine où le Cameroun est l'un des pays dont la voix compte le plus. Donc, je ne dirais pas ici qu'il ne faut pas faire la fine bouche sur les acquis, les gains capitalisés par la diplomatie camerounaise sur le plan multilatéral. Mais serait-ce qu'à l'image du Commonwealth, la coopération avec le Commonwealth est peut-être subsidiairement avec l'Organisation internationale de la francophonie, puisqu'on a l'habitude de les présenter dans l'analyse comme étant 2 structures un peu compétitives pour le Cameroun. Mais qui, d'un point de vue de l'analyse de l'analyse camerounaise, lui permet d'assurer une certaine représentation équidistante, multilatérale sur la scène internationale. Alfred Mendouga, une coopération riche. La coopération. Oui, je dirais que la coopération est riche, elle est fructueuse, et je terminerai pour être court en disant qu'elle est prometteuse. C'est vrai que le Commonwealth jusqu'ici, bien que nous soyons membres depuis 1995, n'est pas suffisamment connu du grand public, mais je pense qu'il y a une raison que je pourrais donner à cela, c'est que lorsque le Commonwealth travaille avec les différents gouvernements, généralement le crédit des retombées de cette coopération est donné directement au gouvernement. Et la raison est simple, c'est que si le monsieur tout le monde parfois peut avoir l'impression que l'organisation intergouvernementale, que ce soit le Commonwealth ou une autre, ou bien un pays partenaire, vient et
va imposer sa volonté ou bien implanter une structure au Cameroun ou dans un autre pays, ce n'est pas vraiment exact. Généralement, dans le cadre d'une coopération, il faut bien comprendre que le gouvernement a sa vision, le gouvernement a ses projets, et les partenaires internationaux, dont le Commonwealth, viennent en accompagnement, que ce soit en termes de coopération économique, que ce soit en termes de coopération technique, en termes de coopération politique. Bon, bien sûr, nous pouvons développer un peu ce qu'on entend par coopération politique, coopération technique, coopération économique, coopération commerciale, mais de manière générale, le Commonwealth accompagne le gouvernement dans ses efforts, notamment dans les différents secteurs d'activité. Alors, vous pensez qu'il n'y a rien à améliorer là-dedans? Forcément, je ne pense pas qu'il y ait un seul pays membre du Commonwealth qui puisse dire aujourd'hui qu'il soit arrivé à l'aboutissement de son processus de développement. Il y a bien sûr plusieurs niveaux, je dirais, d'industrialisation, pour ne pas utiliser le terme développement, ou comme certains disaient, des niveaux d'équipement, mais forcément, tous les pays, le Cameroun également, peut améliorer plusieurs aspects dans le fonctionnement, en termes de programmation, comme je disais par exemple, en termes de prévision sur les différentes mutations au sein du Commonwealth, mais je pense que nous sommes justement en train de vraiment d'explorer tout cela. Et dans cette logique-là, quelles sont les perspectives dans pour le gouvernement du Cameroun? Dans cette logique, les perspectives, comme je vous l'ai dit, sont notamment, puisque nous avons le sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tient au mois de juin, en fait, nous allons arrêter les grands objectifs pour les différents pays membres au cours des 2 prochaines années. Il s'agira un peu d'une sorte de feuille de route globale. Et les perspectives au niveau du Commonwealth seront définies à ce moment-là. Mais pour le Cameroun, je dirais que les perspectives sont de renforcer la coopération économique et technique, puisque la coopération politique est déjà très soutenue entre le Commonwealth et le Cameroun. Nous avons à développer la coopération économique, technique et même la coopération avec les organisations non gouvernementales. Mais nous sommes vraiment en très bonne voie. Alors, Excellence, quels devraient être les enjeux de ce sommet-là, pour le Cameroun, qui voudrait explorer d'autres pistes pour son développement? Je voudrais citer ici deux domaines. Vous savez que le Cameroun est engagé sur la voie du président de la République à donner un contenu au statut spécial qui a été concédé au nord-ouest et au sud-ouest. Ça veut donc dire que les besoins en équipement, les besoins en financement, les besoins en expertise sont extrêmement élaborés. Voilà déjà une bonne occasion, une plateforme où on pourrait proposer un agenda pour dire ok, voilà, ça rentre dans les missions statutaires du Commonwealth. Est-ce que vous pouvez nous accompagner pour ça, c'est d'un. De deux, maintenant, je crois que pour ce qui est des autres aspects, c'est-à-dire quand je sors du cadre spécial du nord-ouest et du sud-ouest, il y a beaucoup d'autres besoins. Le président de la République l'avait dit il y a 2 ou 3 ans, que lors d'un discours à la nation, le 31 décembre, il avait dit que le Cameroun sera un vaste chantier. Et la plupart de ces chantiers sont aujourd'hui en cours, ils ne sont pas terminés, ils ne sont pas ouverts. Il y a des besoins quand vous exécutez un chantier. Et là aussi, le Commonwealth, que ce soit en tant que lui-même institution ou à travers les États membres du Commonwealth, peuvent mobiliser pas mal de possibilités à offrir au Cameroun pour lui permettre d'achever certains de ses programmes d'industrialisation. Alors, professeur, que peut-on ajouter là comme demande pour le Cameroun? Je suis très mal placé pour... D'accord. Sur le plan de la recherche, c'est vous qui... Des demandes... non, ce n'est pas par rapport aux panélistes. Non, ça n'a rien à voir. Je suis en train de dire qu'en réalité, un pays se développe par lui-même, d'abord. Et ses priorités, c'est d'abord par rapport à son peuple. Et par rapport à ce qu'il veut faire
de son destin. Il ne s'agit pas de tendre la main pour... c'est pour cela que moi, en tant que celui qui travaille sur les civilisations du monde noir, c'est ce que je te réponds, que je suis très mal placé pour dire ce que le Cameroun doit demander ou demander dans les organismes, parce que ça va à l'encontre de ce que moi j'enseigne. Très bien. Donc je souhaite que le Cameroun soit dans une posture que demain ou après-demain, lorsqu'il y a des situations ailleurs, comme ça s'est effectué à Haïti, par de la diplomatie africaine, Haïti, que le Cameroun fasse ce qu'elle avait à faire. Et c'était une fierté pour moi parce que j'étais à Atlanta à cette époque. Et c'est ce que moi je souhaite pour le Cameroun. Le Cameroun n'a besoin de rien pour les autres. Elle a besoin d'abord d'aider les autres et de s'aider soi-même. Comme on venait d'aider la Chine dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Fabrice Nemi. Nous avons tout simplement dit que la diplomatie, qui est le levier par lequel les États puissent atteindre leurs objectifs de politique étrangère, et de telle sorte que sur le plan national, les populations puissent avoir des lendemains meilleurs. La coopération que le Cameroun et le Commonwealth gagnerait de mieux à ce que l'État camerounais, si au sein de cette coopération, des différentes opportunités qu'il lie à cette organisation intergouvernementale de telle sorte qu'elle puisse toujours avoir une plus-value au sortir des différents sommets des chefs d'État. Très bien. Alors, avec vous, on sort avec cette question. Est-ce que le Cameroun va célébrer le 25e anniversaire de la coopération avec le Commonwealth? On sait que la célébration, même c'est lundi, est-ce que le Cameroun fête le 25e anniversaire? L'année 2020, en tout cas, marque l'année de la célébration de notre 25e anniversaire en tant que membre de cette organisation. Et nous sommes en train de réfléchir à une manière de le célébrer. À quelle date? Je pense que les propositions seront faites à la hiérarchie qui validera, puisque vous savez, il y a quand même un chef de la diplomatie. Très bien. Et nous nous en tenons à ce que dira le chef. Très bien. Regard sur la diplomatie, l'émission de ce soir. Oui, en quelques secondes. Non, il y a la littérature du Commonwealth à l'université. Très bien. Alors, regard sur la diplomatie, émission de ce soir, c'est terminé. Alors, Salomon Essane a assuré la mise en œuvre de l'émission. Il était également là pour la régie, pour la caméra vidéo, régie d'antenne Yannick Ngelewi, coordination éditoriale, Carole Prudence Tientieux, coordination centrale Roger Kiek de Kiki, supervision générale le révérend pasteur Emmanuel Noël Bissay, micro de présentation, je suis Yves Modeste Ngué. Alors merci à monsieur Alfred Christian Mendouga Olomo, venu du Minrex, merci à Fabrice Nemi, merci au professeur Cécile Dolissan et Bossé, merci à son excellence Amougi Tite Apollinaire. Mesdames, messieurs, on se retrouve la semaine prochaine, même fréquence, même jour, même horaire également. D'ici à là, portez-vous bien, surtout